J'ai traversé et distrait les 11 mois que dura mon instruction. C'était pendant la drôle de guerre. Il paraît que les obligations quotidiennes de la vie militaire secouent les plus obstinés. Rien n'eut le don de m'éveiller. Il est vrai qu'en tant qu'élève officier, nous étions soumis à un régime spécial. J'étais très résistant et n'ai jamais à proprement parler souffert de la fatigue physique. Pendant les heures d'étude où mes camarades se penchaient avec ardeur sur les beautés austères du règlement d'infanterie, avec Ménache, je faisais le mur et nous allions rêver sur la grève à Cherchell ou faire la tournée de tous les bistrots. Nous n'avions ni le loisir ni le goût de lire les journaux, et ce fut des civils qui nous apprîmes les étapes de l'avance allemande. Nous admirions l'efficacité de la ligne Maginot quand elle était déjà tournée. Nous nous révoltions avec notre informateur de la félonie des Belges quand les Allemands étaient en France, et nous plaignions d'Amiens au moment où déjà Paris capitulait. Le peloton fut dissous. Nous revîmes Améliana. Nous retrouvâmes Mouh à la clique, où déjà on appréciait ses qualités de virtuose. Je passai au début un mois délicieux où je pus enfin connaître la ville. À la fin du peloton, on nous avait tous nommés sergents. Dès notre arrivée à Meliana, nous fûmes affectés dans des compagnies différentes. Le hasard voulut qu'à la une, où je devais être un vieux sergent de carrière, portât le même nom que moi. Quand je me présentai au capitaine, il me dit que je faisais erreur, le sergent Chahal, affecté chez lui, étant déjà dans les rangs. Je retournai à ma compagnie d'origine, commandée par un lieutenant qui avait commencé comme deuxième classe il y avait 20 ans de cela. Il était médiocrement satisfait de voir chez lui un sous-officier qui lisait dans les livres et aurait l'air de comprendre des choses. Il m'intima l'ordre de partir, sans quoi. Je revins au capitaine, qui ne fut pas moins explicite. Ainsi, rebuté de tous, il ne me restait plus qu'une attitude à adopter, rendre compte et attendre, ce que je fis. Comme Achille, le soir, je me retirai sous ma tente et je vaquai le sourd à tout ce bon me semblait. Le secrétaire à qui j'avais remis mon compte-rendu l'oublia 4 jours dans un roman policier. Quand un camarade à qui il avait passé le roman le retrouva, le secrétaire eut peur d'être puni pour n'avoir pas immédiatement transmis mon compte-rendu. D'autre part, un changement de chiffre se remarque. Un changement de mois peut-être, la correction d'une erreur faite par le quémandeur lui-même. Enfin, le secrétaire changea avril en mai sur ma demande, qui attendit ainsi 30 jours pour être transmise, et voilà comment je passai un mois ignoré de tous. Le sort de Ménache, sergent comme moi, était différent. Mon cousin, contrairement à moi, passait pour un excellent sous-officier. De fait, il apportait à l'expédition des multiples détails de la vie militaire, une application, un scrupule, un véritable génie que je lui avais peu connu jusque-là. C'était à lui qu'on confiait les missions délicates, les postes de confiance, toutes les tâches qui exigeaient du travail ou de l'initiative. Les officiers, les camarades, tous lui répétaient qu'il était fait pour ça. Mais moi, qui partageais ma chambre avec lui, moi qui l'avais connu avant Defda, je savais bien qu'une autre raison poussait Ménache à s'abrutir le jour, à d'insipides besognes pour pouvoir tomber le soir d'un sommeil écrasant, et que nul fantôme ne vint lui faire tenir les yeux ouverts longtemps avant qu'il s'endormît. Du reste, il rentrait très tard, toutes les nuits. Moi,
à qui l'entraînement musical laissait beaucoup de temps, s'était fait bénévolement sur ordonnance. Il lavait le linge, lui faisait les commissions, venait le matin lui apporter le café, cirer ses souliers, faire son lit et le soir sortait avec lui dans le quartier, quelquefois en ville quand le chef de poste était un camarade. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il pouvait se dire ainsi interminablement chaque soir, et c'est ému par une curiosité déplacée qu'un jour je sortis les chercher dans le quartier. Il y avait au milieu de l'arrière-cour de la caserne un grand tas de sable, que les pluies et les gros souliers des tirailleurs répandaient partout. Ils étaient là, tous les deux, étendus sur le dos, le bras de chacun passé sous le cou de l'autre. Je ne voulus pas en croire mes yeux. Ils ne m'avaient pas entendu venir. Un obscur pressentiment me poussait à fuir sans révéler que j'étais là. Un désir mauvais d'en savoir plus m'arrêta, et longtemps je restai à écouter leur conversation. Je ne rapporterai pas ce qu'ils se dirent. Je dois à la mémoire de mon camarade d'enfance d'ensevelir dans l'oubli les paroles insensées qu'un moment d'égarement lui a fait prononcer. Je restai cloué, pétrifié de surprise, plus encore que d'indignation. Oh, les termes étaient encore mesurés. De plusieurs années de culture et d'éducation, il restait à Menache au moins le souci de la forme. Mais derrière cette façade décente, que ne laisse-t-il pas supposer sur la nature des sentiments qui liaient mon cousin à moi? Était-il possible que Menache fût descendu si bas? Des détails me revinrent à l'esprit. Je revis Mouh dansant avec une robe de femme, me rappelait vaguement l'histoire d'intrigue compliquée entre Lavah et Wali à propos de Mouh, et que j'avais jadis très discrètement écouté. Quand ma surprise fut passée, ma résolution était prise. Je ne pouvais pas laisser Ménache sans laisser davantage. Le soir même, quand il entra, d'un pas pesant, et me trouva assis sur le lit, relisant la lettre bizarre, Oasis, sans se plaindre de ma mère, me mettait en garde contre ce que je pouvais apprendre d'elle. Ménache avait le même œil luisant, bestial, que je lui avais vu un soir sur la place de Desga. « Tu ne dors pas encore? Je t'attendais. »« Ah? Oui. Quand j'ai vu que tu ne rentrais pas, j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Tu sais bien que j'étais avec moi, comme tous les soirs. Je me demande ce que vous avez à vous dire. » Il esquiva, et faisant mine de découvrir seulement la lettre que je tenais à la main. « C'est Asie qui t'écrit? » ?»« Oui. »« Qu'est-ce qu'elle dit? » ?»« Que Devda et elle te regrettent beaucoup. » »« Dis, tu te rappelles à Ceste, les soirées chez Devda? » Rien, aucune réaction, comme si pour lui tout cela avait cessé d'être. Alors j'arrivai directement au fait. « Tu devrais sortir moins souvent avec moi. Tu es sous-officier. Et puis, il n'a tout de même ni ta culture, ni ton éducation. » Il m'attaqua violemment. Tu es pétri des préjugés bourgeois les plus méprisables. Il faut te libérer de tout cela. Moi est inculte, mais quelle nature, quelle riche nature d'artiste. Et comme je faisais mine de le contredire en essayant de me convaincre, Ménache m'apprit tout. L'affection partagée qu'il avait pour moi était ardente, mais platonique.
Il n'était pas insensible au charme que lui-même a dit inquiétant des yeux glauques et du sourire énigmatique de notre berger, mais ce qu'il prisait, oui, en lui, c'était son intelligence remarquable, ses dons incontestables d'artiste. C'était un beau plan, selon le mot même de Menache. Moi, au contraire, admirais la distinction de mon cousin, sa culture, tout ce que je ne sais quoi dont une longue éducation l'avait empreint. Mais peut-être Menache ne m'avait-il pas tout dit. Le lendemain, quand Moore apporta notre café, je l'emmenai sur le sujet qui me tenait à cœur. Il ne se fit pas prier. C'était bien cela. Il y avait des choses que mon cousin avait omis de me rapporter. L'hostilité ouverte qui l'opposait à Ravah et Wali, unis maintenant, que Moore leur préférait à tous deux cet intrus qui n'était même pas de leur monde. La scission de la bande bohème en deux groupes, l'un suivant Ménard et Moore, et l'autre Ravah et Wali. Un fait enfin que Ménage lui-même devait ignorer. Le mariage de Moore quelques jours avant sa mobilisation. Notre berger semblait vouloir s'en excuser comme d'une faute. C'était sa mère qui l'avait forcé. Elle s'était plainte de n'avoir personne, vieille comme elle était, qui l'aidât à la maison et aux champs. Il n'aimait pas sa femme. Ne l'ayant jamais connue auparavant, il profiterait de la première occasion pour la répudier. Menache ne le sait pas, me dit-il, mi-penaud, mi-suppliant, et voulant dire par là qu'il n'était pas absolument nécessaire qu'il le sût. Il ne le saura donc pas, lui dis-je, et un sourire léger arqua plus encore ses lèvres. Par conséquent, plus que par besoin, je tirai des cigarettes et en offris à Moore, qui refusa. Je le savais très sobre, même quand ceux de la bande bohème se passaient de bouche à bouche la même pipe de kiff, il s'abstenait toujours, le regard perdu dans les veloutes de fumée. Je songeais à Moore. Je le voyais arrivant à la caserne dans le même burnous brun qu'il avait chez nous, et portait ras les cheveux qu'il gardait longs maintenant. La même chéchilla de laine blanche lui barrait obliquement le front, et au-dessous de la ligne nette de ses sourcils son regard humide. Ses gestes nient, sa voix n'avait changé. Il avait la même façon d'avancer, la même tête sur son long cou quand il parlait. Ce fut lui qui me tira de ma rêverie. À quoi penses-tu ? À toi. Il fixa sur moi un regard sérieux et d'une insistance qui finit par me gêner. Pars-tu en permission pour les fêtes du Mouloud ? Lui dis-je, pour ne pas répondre à la question muette que je lisais dans ses prunelles. J'allais justement t'en parler. Veux-tu me remplir ce titre ? Je fis aise d'avoir changé de conversation et remplis la feuille blanche, froissée, que Moore tira de sa poche. Il me dit de laisser en blanc le lieu de destination. Tu ne vas pas au Bois d'Où voir ta femme, risquai-je. Peut-être, dit-il simplement. La veille du jour où Moore devait partir, Ménage ne rentra qu'à 4 heures du matin. Je l'engageai à partir lui-même pour Tesga. J'espérais que les fantômes et surtout la réelle présence de Devda lui donneraient le choc qui l'arracherait à l'emprise de notre berger et de sa bande, mais il ne voulut pas, préférant peut-être en lui-même la veulerie de sa vie nouvelle aux affres de celle qu'il menait jadis. Désespérant de le convaincre jamais par la raison, je sortis l'argument sur lequel je comptais en dernier ressort. Tu as peut-être raison. Qui irais-tu voir ? Moore, lui, va voir sa femme. Il ne me crut pas tout d'abord. Je lui racontai tout mon entretien avec le berger,
Un éclair de haine et de stupéfaction passa dans ses yeux. « Pourquoi me l'avez-vous caché ?» Quand Mouh revint échevelé, barbu, les dents saillantes, comme s'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, Ménage fit mine de l'ignorer. Notre berger lui-même semblait accablé. La situation de la mère et de la jeune mariée ne devait pas être très brillante. Mouh pourtant ne parlait jamais de sa femme, jamais de sa maison, jamais non plus de Tasga. Il semblait tout occupé par les événements divers de notre vie de soldat. Tout ce qui n'était pas la clique, son clairon, la soupe et l'exercice semblaient n'avoir pas d'existence pour lui. Le soir, quand les tirailleurs fatigués trouvaient enfin une heure à eux pour s'assembler par affinité et parler de leur vie passée, moi restais seul, ou bien entrait dans n'importe quel groupe et ne disait rien. Il semblait n'avoir pas vécu jusque-là. C'était un homme sans histoire. Ses camarades s'habituèrent à le considérer comme insignifiant. On ne savait rien de lui et on ne cherchait pas à savoir. Un jour qu'il était seul, loin de tous les autres, accoudé sur une murette, je m'approchai de lui et se figea dans un garde-à-vous impeccable. « Pas de plaisanterie, lui dis-je. Moi, tu ne viens plus nous apporter le café. Pourquoi l'autre ne me le demande-t-il pas? Il n'ose pas. Et puis il a changé depuis ton départ. » Tu lui as dit, n'est-ce pas? Oui, je lui ai dit. Mais que t'importe qu'il le sache? Moi se replia sur lui-même. Il laissa tomber ses bras. Son visage avait un tel air de souffrance que dans l'espoir de le ramener à des souvenirs plus doux, je lui demandai. « Que nous apportes-tu des bois doux ?» Je n'y ai pas été. « Mais où as-tu passé ta permission ?» À Tasga. Une joie folle, confuse, irraisonnée m'emplit la poitrine comme si j'y avais été moi-même. Justement, Asie m'a donné cette lettre pour toi. Elle ne voulait pas l'envoyer par la poste de père, de peur qu'on l'ouvrît à Tasga. Je ne voulus pas reprocher à moi de ne pas m'avoir dit plus tôt. Je lui remis la lettre, que j'enfouis dans ma poche, promettant de la lire à tout à l'heure, quand je serai seul. Notre berger froissé sur sa nuque ses longs cheveux, soyeux, et serrait les dents. « Comment vont-ils, dis-je. Qui? Il n'y a plus personne. Wali et Rabah, mobilisés, Mouloud en Oranie, Ouamal ne monte plus jamais sur ses champs. Les autres ne me connaissaient plus. Ils m'ont laissé crever de faim. Le premier soir, j'ai partagé le couscous d'orge d'un de mes pays, mais je ne voulais pas y retourner à chaque repas. J'ai passé les 2 derniers jours avec 750 grammes de pain sec. Il fallait aller chez mon père. Je ne connais pas ton père. Je connais ceux pour qui j'ai joué des nuits et des nuits jusqu'à l'aube. Les yeux de moi se mouillaient de plus en plus. Pourquoi n'as-tu pas été voir ta femme? 1 mois après notre mariage, elle a été chez ses oncles maternels. Elle attend toujours que j'aille la chercher. Et tes champs? À toi, je ne veux rien cacher. Je n'ai pas labouré un arpent, pas planté un arbre, pas semé une mesure. C'est à peine si j'ai levé la voix quand les chevriers venaient faire booster à leurs bêtes les dernières pousses. Je laisse la fortune à ceux qui se préparent à une vieillesse heureuse. Le bonheur les atteindra en même temps que la décrépitude, et ils mourront riches, sérieux et tristes. Ce que je veux, moi, c'est user de ma jeunesse, qui est un don de Dieu, et qu'il est sacrilège d'étouffer.
Je reconnus au passage que les leçons de Menache étaient tombées sur un terrain particulièrement bien disposé. Je n'aimais pas ma femme. Elle l'a très bien senti. Et c'est pour cela qu'elle est partie, croyant que son absence la ferait désirer. Je n'aimais pas mes champs. C'est pourquoi ce sont les amis de mon père qui ramassent les quelques glands qui tombent, eux qui fauchent le peu de foin qui pousse. Les notes brèves et claires de l'appel du soir couvrirent la voix de Mouh, qui ne dit plus rien, même quand le clairon se fut tu. Il restait figé et ne semblait pas pressé d'aller répondre à l'appel. « Lève-toi, dis-je, pour qu'on ne te porte pas absent. » Et puis après, dit-il, en haussant les épaules. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.